Il fallait plus ou moins s'y attendre. Moi, je m'attendais à un changement, mais c'est peut-être la période. Je ne savais pas que ça viendrait si tôt que ça. Parce que si vous remarquez, le coup d'État du 24 janvier qui a porté au pouvoir le lieutenant-colonel Damiba avait pour justificatif le problème sécuritaire. Et donc, quand le président Damiba est venu, c'était comme un soulagement. On pensait que beaucoup de choses changeraient. On a vu qu'en fait, dans la réalité, le problème sécuritaire n'évoluait pas. Est-ce que vous avez vu? Voilà, donc ça fait que, bon, ce pourquoi ils étaient venus, ça posait problème maintenant. Donc, il y avait comme une incapacité de faire face à leurs propres défis. Oui. Et surtout avec ce qui est arrivé à Gaskende, je m'étais dit que les gens ne resteraient pas inactifs. Mais je ne savais pas qu'il y aurait un coup d'État dès le 30 septembre, c'est-à-dire moins d'une semaine après le drame de Gaskende. Voilà. C'est ça peut-être qui m'a un peu surpris. Sinon, quand on écoutait, comment je vais dire là, l'opinion, quand on suivait l'opinion, on sentait que l'opinion cherchait maintenant une autre voie pour la sortie de crise. Alors, quelle lecture faites-vous des manifestations qui ont suivi la destitution du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba? Non, pas la destruction du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, qui a suivi la chute. Voilà, il y a eu des manifestations. D'abord, même avant le coup d'État, il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations à Bobo-Dioulasso où les commerçants demandaient, n'est-ce pas, la démission du président Damiba. Parce que ce qui s'est passé à Gaskende a affecté beaucoup plus les commerçants. C'est leur vivre qui a été incendié, c'est leur camion. Je pense que les dégâts peuvent s'évaluer autour du milliard. Donc il y a eu ça d'abord. Et ensuite, même pendant le coup d'État, il y a eu l'Institut français de Bobo-Dioulasso qui a été saccagé, puis l'Institut français de Ouagadougou aussi, je crois, et puis l'ambassade de France. Voilà. Mais moi, je pense que ça ne se justifie pas, parce qu'aucune violence ne peut se justifier, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que les gens soupçonnaient la France, n'est-ce pas, de tirer les ficelles en bas, et surtout de soutenir le président Damiba, alors qu'il n'arrivait plus à résoudre le problème. Donc, c'est ce qui a expliqué le mécontentement des citoyens vis-à-vis des Français. Et une autre raison est que, entre-temps, les gens ont cru que les Français protégeaient le président Damiba dans la base militaire de Camboinsin. Est-ce que vous avez vu? Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu des barrages au niveau du camp de Camboinsin pour empêcher éventuellement les troupes françaises basées à Camboinsin de descendre dans la rue pour soutenir le président Damiba. Est-ce que vous avez vu? Et entre-temps, le bruit courait aussi que Damiba était à l'ambassade de France. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que les gens se sont déplacés au niveau de l'ambassade de France pour essayer de grimper là-bas et puis voir s'il y était et puis l'y extirper. Puis plus tard, on a dit qu'il était à la base aérienne, militaire, avec l'ambassadeur de France. Donc, vous voyez, il y a eu toutes ces rumeurs-là qui ont fait que les gens en voulaient à la France. Est-ce que vous avez vu? Donc, ça a permis à la jeunesse anti-française de pouvoir d'exprimer sa colère. Voilà. Donc, sur ce plan, moi, je n'explique pas la violence, mais j'essaie de comprendre. Voilà. Parce que tous ceux qui ont manifesté, ce n'étaient pas des gens qui avaient ni mon âge, ni ma formation, ni ma hauteur d'esprit. Alors donc, dans l'enthousiasme de la jeunesse, bon, ils ont voulu par là exprimer leur point de vue, leur mécontentement. Alors, que retenez-vous de la gestion de Louis Modidengo? Bon, la gestion, on ne peut pas dire que tout est négatif. Voilà, puisque déjà, il avait commencé à prendre certaines mesures, comme, n'est-ce pas, la relecture du statut des volontaires de défense de la patrie, voilà, comme par exemple la poursuite, n'est-ce pas, de l'armement du Burkina Faso et la diversification des partenaires, notamment envers de nouveaux partenaires, qui avaient déjà été entamés même par le président Roch-Marc Christian Kaboré. Voilà. Et puis, il y a eu aussi des mouvements au sein de l'administration. Ça ne concerne pas le problème sécuritaire, mais ça concerne la gestion du pays. Il y a eu des mouvements au niveau de l'administration qui a permis, n'est-ce pas, de débusquer, n'est-ce pas, certaines malversations qui étaient en cours. Bon, donc, on peut dire qu'il y a eu du positif. Voilà, il y a eu aussi du positif. Mais comme il y a eu du négatif, à savoir qu'il n'a pas été à la hauteur des défis sécuritaires qui se posaient à lui. Voilà, si vous avez suivi la déclaration du nouveau président, le capitaine Ibrahim Traoré, il a dit qu'on a perdu 8 mois. Ça veut dire que, sur certains points, sa gestion a été défectueuse. Alors, Paul-Henri Damiba n'est plus le président de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré est le nouveau chef de l'État. D'abord, quel commentaire faites-vous de l'acte fondamental du MPSC? Bon, il n'y a rien de particulier. Hein. C'est à peu près la même chose que l'acte fondamental quand Damiba venait au pouvoir. Voilà. Donc, il n'y a pas de relecture à faire. C'était pour régulariser
la prise du pouvoir par le nouveau MPSR, et puis régulariser le fait que actuellement le chef de l'État, c'est le président Ibrahim Traoré. Voilà, donc c'est cet acte fondamental-là qui gérait l'État en attendant le rétablissement de la Constitution. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que si vous avez remarqué, je crois que si je ne me trompe pas, ils ont dit que l'acte fondamental, il prend effet à partir du 30 septembre, alors qu'il a été pris en octobre. Voilà, donc ça régularise ce qui s'est passé depuis le 30 septembre jusqu'à la prise de l'acte fondamental. Et à partir de la prise de l'acte fondamental, il fait partie maintenant de l'ordre institutionnel et l'ordre juridique du Burkina Faso. Alors, est-ce que selon vous, il inspire déjà confiance de par ses premières déclarations? Oui, pour moi, il m'inspire confiance. Il m'inspire parfaitement confiance parce que résolument, il semble être engagé du côté de la révolution. C'est-à-dire du côté de l'aspiration de la jeunesse, du côté du changement. Voilà. Donc, il m'inspire confiance dès le départ. Mais cela dit, on ne peut pas savoir à quoi cela sera dû. Parce qu'il faut, à l'épreuve du pouvoir, les gens changent. Voilà, donc, comme on dit d'habitude, chacun a son prix. Voilà. Donc, il suffit d'évaluer son prix, et puis on peut l'acheter, et puis l'amener à faire ce qu'on veut qu'il fasse. C'est à lui maintenant de savoir ce qu'il veut et de s'en tenir à la route qu'il s'est donnée. Voilà. Donc, c'est en fonction de la vertu, de l'honnêteté de chacun. Voilà, on peut t'acheter ou peut ne pas pouvoir t'acheter. Par exemple, quelqu'un comme Thomas Sankara, on ne pouvait pas l'acheter parce que sa vertu était au-delà de ça. À partir d'un certain niveau, vous considérez les choses matérielles comme des choses basses parce que ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous. Ce qui compte, c'est votre spiritualité, c'est votre idéal, c'est votre vertu qui va vous suivre même après votre mort. Voilà. Mais quand vous n'avez pas cette élévation d'esprit, vous avez tendance à croire qu'en accumulant les biens, en jouant sur l'apparence, en se faisant voir que tout se rapporte à ça. Alors que lorsque vous allez quitter cette terre-là, vous allez tout laisser et puis partir les mains vides. Donc ça dépend du niveau d'élévation d'esprit et de spiritualité de chacun. Alors, maître, le jeune capitaine de 34 ans doit légiférer par ordonnance. Juridiquement, qu'est-ce que cela veut dire? Non, c'est simple. Moi-même, je l'ai proposé. J'ai donné une interview à l'Observatoire de Palga où j'ai dit que, de mon point de vue, je pense qu'il ne devrait pas mettre en place les institutions lourdes qu'on a vues, n'est-ce pas, sous la précédente transition, mais il devrait légiférer par ordonnance. C'est simple. Une ordonnance, c'est quoi? Une ordonnance, c'est une loi, mais qui n'est pas prise par l'Assemblée nationale, mais qui est prise par l'exécutif. C'est l'équivalent d'une loi. Même si vous avez remarqué sous le président Damiba, l'Assemblée législative avait voté une loi d'habilitation qui permettait au président Damiba de prendre certaines décisions par voie d'ordonnance. Voilà. Mais à la seule différence que, comme il y avait une assemblée, à une période donnée, ces ordonnances-là devaient être ratifiées par l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, il y a des domaines dans lesquels le président Damiba lui-même légiférait par voie d'ordonnance. Donc, une ordonnance, c'est tout simplement une loi, mais la seule différence est que ce n'est pas une loi qui émane de la représentation du peuple, voilà, mais une loi qui émane de l'exécutif. Sinon, c'est la valeur d'une loi. Après l'ordonnance, vous avez les décrets. Après les décrets, vous avez les arrêtés. Voilà. Et après les arrêtés, vous avez les circulaires. Voilà, c'est comme ça l'ordonnancement juridique dans un pays. Mais est-ce qu'il y a des risques? Des risques, je ne sais pas. Comment je vais dire là? Ça, tout dépend du patriotisme du chef de l'État. Sinon, même si à l'Assemblée nationale, il y a des risques. Il y a des lois qu'on a fait voter par les assemblées nationales qui ne sont pas conformes aux besoins des citoyens. Vous avez des assemblées nationales, n'est-ce pas, qui sont à la botte de l'exécutif. On a vu ça sous Blaise Compaoré. Et la preuve est que sous Blaise Compaoré, on avait voté une loi, n'est-ce pas, sur la vignette, pour taxer les engins véhicules, les véhicules à 2 roues, les véhicules à 4 roues, etc. en fonction. Mais les gens ne l'ont jamais accepté. De telle sorte que quand le gouvernement a été renversé à la suite des troubles qui sont survenus en 2011, etc., le gouvernement qui a suivi a immédiatement abrogé cette loi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous étiez au Burkina ou pas, mais ça s'est passé comme ça. Ça veut dire que c'est une loi qui avait été votée par l'Assemblée nationale, mais qui n'avait pas été acceptée par le peuple. Voilà. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une Assemblée nationale qu'il n'y a pas de loi impopulaire. Parce que vous savez que l'Assemblée nationale aussi peut être une assemblée, c'est une institution de classe, en fonction d'une classe déterminée. Voilà. Sous Blaise Compaoré, l'Assemblée nationale était une assemblée de classe, des possédants, des dirigeants. Ce n'était pas une assemblée qui reflétait nécessairement les aspirations populaires. Donc, les décisions que cette Assemblée nationale prenait et élevait au niveau de loi ne représentaient pas nécessairement les besoins de la population. Voilà. Donc, que ce soit une Assemblée nationale ou bien l'exécutif qui prend des décisions, tout dépend de l'ancrage de ce pouvoir-là au niveau de la société.
Si ce pouvoir-là est le reflet de la population, il prendra les décisions conformément aux aspirations de la population. Si ce pouvoir-là est en décalage de la population, les décisions qu'il prendra seront en déphasage par rapport aux aspirations de la population. Donc, c'est une question de classe et d'orientation. Alors, et qui pour diriger la transition selon vous, un militaire ou un civil? Non, écoutez, je me suis déjà prononcé sur ce point. Moi, un militaire, civil, jeune, vieux, homme, femme, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la compétence et c'est l'intégrité et la vertu de la personne. Quelle que soit la personne, si la personne est vertueuse, elle va gouverner en fonction des aspirations du peuple et en fonction de la droiture. Quelle que soit la personne, si la personne est hypocrite, fausse, tournée vers l'enrichissement, qu'il soit militaire, qu'il soit femme, qu'il soit homme, etc., il va dévoyer la gouvernance vers ses propres intérêts. Donc, les débats sur militaires, civils, tout ça, il y a des militaires pourris comme il y a des civils pourris et vendus. Donc, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de chercher l'homme qu'il faut, l'homme charismatique qu'il faut, capable d'engager la société vers des voies nouvelles, de sorte que le pouvoir qui viendra après la transition ne puisse pas trop reculer par rapport à l'orientation que le gouvernement de la transition aura fixée pour le peuple. C'est ça l'essentiel. Alors, est-ce que l'homme qu'il faut peut être le capitaine? Moi, je pense que c'est lui qu'il faut. C'est lui qu'il faut, pour moi. Pour moi, il ne faut pas qu'il commette l'erreur. Vous savez, pour pouvoir gouverner, il faut aussi connaître l'histoire. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez qui est Patrice Lumumba. Patrice Lumumba était le premier ministre du Congo belge. Voilà. Il a commis l'erreur. Parce qu'aux élections qui se sont passées, son parti était majoritaire. Est-ce que vous avez vu? Mais il aurait pu choisir d'être président. Il a choisi d'être premier ministre. Parce que dans la Constitution, là, la Constitution conférait plus de pouvoir au premier ministre. Donc, il a pris le poste de premier ministre, il a laissé la présidence à Joseph Kasavubu. Est-ce que vous avez vu? Erreur fatale. Parce que même si le premier ministre a beaucoup de pouvoir, le président, même s'il a un rôle symbolique, a toujours un pouvoir de démettre le premier ministre ou alors de signer des traités internationaux. Donc, ça a permis à Joseph Kasavubu, qui, bien que n'ayant pas autant de pouvoir que Patrice Lumumba, sur le plan international, était considéré comme le chef de l'État. Donc, ça a permis à Joseph Kasavubu de semer des intrigues qui ont abouti à l'élimination de Patrice Lumumba. Est-ce que vous avez vu? De même, si vous remarquez, par exemple, au Mali à côté, ce sont les colonels Diao, Assimi Goïta, Maïga qui ont fait leur coup d'État. Donc, ils ont succombé aux sirènes internationales et ils ont appelé Mbadoy, qui est venu comme président, avec Mokhtar Wan comme premier ministre. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ils ont trahi leur voix. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de faire un autre coup d'État pour récupérer leurs choses. Ici, au Burkina Faso, c'était la même chose. Ce sont les Ibrahim Traoré là, qui ont fait le coup d'État le 24 janvier. Ils l'ont donné à Damiba, qui a trahi leur voix. Ils ont récupéré leurs choses. Il ne faut pas qu'ils commettent l'erreur de se faire récupérer encore en remettant le pouvoir à quelqu'un d'autre. Voilà. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Vrai ou faux? Voilà. Comme a dit Damiba lui-même, c'est ça. Ibrahim s'est battu pour la chose. Donc, c'est pour lui la chose. Et il y a un autre élément qui intervient. Ibrahim a pris le risque. Il a pris le risque. Il a mis en cause sa vie. Si le coup d'État avait échoué, quel aurait été son sort? S'il y avait eu des affrontements, parce que tout était possible, il pouvait succomber pendant les combats. Donc, il a engagé sa vie pour le changement. Donc, qu'il assume le pouvoir. Il y en a qui disent que voilà, qu'il était un jeune capitaine, qu'il y a des colonels, il y a des généraux, et qu'au nom de la hiérarchie militaire, il devrait céder le pouvoir aux plus gradés. J'ai dit, mais non. Où étaient ces gradés-là? Donc, ces gradés sont des complices de la situation. Donc, si on remet le pouvoir à ces gradés-là, étant complices du régime renversé, ils vont œuvrer, n'est-ce pas, à saboter leur ligne. Comme Kasavubu a fait par rapport à la ligne de Patrice Lumumba au Congo belge. Comme les Mbadoy au Mali ont fait par rapport à la ligne de Assimi Goïta. Donc, s'ils commettent l'erreur de remettre le pouvoir à un militaire plus gradé, sous prétexte qu'il est plus gradé qu'eux, ils en paieront le prix. Et comme a dit Saint-Just au moment de la Révolution française, celui qui fait la révolution à moitié creuse sa propre tombe. Qu'il retienne cela. Celui qui fait la révolution à moitié creuse sa propre tombe. Donc, il faut qu'il garde le pouvoir et qu'il assume. Si c'est bien, il en récoltera les fruits. Si ce n'est pas bien aussi, il paiera les conséquences. Donc, pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut assumer le pouvoir d'État
comme une chose, Ibrahim Traoré. Et moi, je souhaiterais même qu'il n'y ait même pas de Premier ministre. Il assume le pouvoir comme Thomas Sankara assumait le pouvoir, sans Premier ministre. Et qu'il légifère par ordonnance. Là, ça va aller vite. Parce que nous-mêmes, Premier ministre, tout ça là, ça crée un intermédiaire entre le président et le gouvernement. Donc, ça accroît les lourdeurs administratives. Alors que lui-même, il dit qu'il faut aller vite. Voilà. Donc, voilà mon point de vue sur ce point. Et comment entrevoyez-vous cette transition? Non, je ne comprends pas votre question. Non, en fait, comment vous voyez la transition qui va venir? Oui, bon, moi, je garde espoir. Hein. Bon, d'autant plus qu'il reste 2 ans. Hein, il reste 2 ans maximum, selon le calendrier établi au préalable. Voilà. Même si ce calendrier peut être revu à la baisse ou à la hausse, il reste 2 ans. Et en 2 ans, je ne crois pas que beaucoup de choses puissent arriver de pire que ce que nous avons déjà subi. Donc, moi, je vois ça de façon heureuse. Donc, je vois ça sans inquiétude. Et je pense que les jeunes officiers qui sont là sont assez engagés. Et donc, je pense qu'on pourra trouver les solutions à nos problèmes au cours de cette transition. Donc, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous souhaitez... Non, bon, non, pas du tout. C'est vous qui m'avez posé la question. Moi, je vous ai dit, j'ai essayé de vous répondre. Donc, je n'ai pas de point particulier. Okay. Sinon que moi, j'appelle, n'est-ce pas, la jeunesse révolutionnaire du Burkina Faso à s'organiser. Parce que ici, on sent que la jeunesse a des aspirations, mais elle ne sait pas comment les traduire en action. Et elle est souvent déboussolée parce qu'il y a des sirènes de toutes parts qui l'appellent. Voilà. Alors que souvent, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Mais n'ayant pas de formation suffisante, elle se laisse souvent entraîner hors des ornières qui feront son bonheur. Donc, j'appelle la jeunesse burkinabé à se former politiquement, techniquement, professionnellement, pour savoir où elle va et ne pas se laisser entraîner comme ça n'importe comment. Voilà. Donc, il y en a qui disent qu'il faut, par exemple, rompre les relations avec la France et s'allier à la Russie, etc. Je dis non. Ce n'est pas une question de quitter X pour aller avec Y. Non. Il revient au Burkinabé de tirer profit de chaque partenaire. Voilà. Avec la France, nous pouvons avoir des intérêts à défendre et à obtenir. Avec la Russie, nous pouvons avoir des intérêts à défendre et à obtenir. Avec n'importe quel pays qui coopère avec nous, on peut avoir des intérêts à défendre et à acquérir. C'est à nous maintenant de savoir qui nous sommes, ce que nous voulons, et de voir quelle utilité peut nous être par rapport à chaque partenaire. Voilà, c'est ça. Mais le drame des Africains est qu'ils ne savent même pas qui ils sont, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc, ils naviguent à vue. Il revient d'abord de savoir qui tu es et ce que tu veux. Une fois que tu sais qui tu es et ce que tu veux, tout devient simple. Voilà. Quand ça n'entre pas dans dans le cadre de ton identité ou dans le cadre de ce que tu veux, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Et si tu ne sais même pas qui tu es et ce que tu veux, ben on te balade de gauche à droite comme on veut. Voilà. Donc, il faut que la jeunesse burkinabé sache d'abord qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, et à partir de là, tout devient simple. Merci beaucoup, maître.